Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Karine Le Marchand. Bonjour Karine, ravie de vous recevoir ce matin. On vous retrouve évidemment sur les antennes d'M6 régulièrement pour La France a un incroyable talent. Mais là, vous êtes venue pour nous parler d'un doc assez incroyable qui va être diffusé ce soir à 21h10. Les Français, l'amour et le sexe. Donc c'est une soirée spéciale, 2 documentaires inédits qui sont produits par vous, présentés également par vous, réalisés par Delphine Signé. Comment tout a changé et les limites du plaisir. Et on se rend compte que les pratiques sexuelles, les pratiques amoureuses, le sentiment amoureux, tout ça a énormément évolué. Oui, alors la quête de l'amour absolu n'a pas changé et l'âge de la première relation sexuelle n'a pas changé. C'est toujours de 17 à 18 ans. Oui. On rêve toujours du grand amour, mais on ne s'engage plus de la même façon, on ne rencontre plus de la même façon et on ne se projette plus dans un couple ou pas de couple de la même façon. C'est vrai, tout a changé. Alors, moi, ce que j'ai perçu, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, c'est quand même une idéalisation qu'il n'y avait peut-être pas avant, c'est-à-dire la volonté d'avoir absolument le prince charmant qui coche toutes les cases, avec une exigence qu'il n'y avait peut-être pas avant. Et avant, on était dans le devoir et maintenant, on est dans le plaisir et on a envie d'être heureux. Alors, je vais pas dire de mon temps parce qu'il faut pas exagérer, non, mais on va dire avant, du temps de mes parents, on fréquentait quelqu'un qui ressemblait déjà à notre niveau social et culturel. On connaissait les parents, on avait le dossier, comme on dit, et on se fréquentait un temps. Au bout d'un moment, il y avait la demande de fiançailles et puis quelques mois plus tard, on se mariait parce qu'on ne pouvait pas divorcer. Donc, l'engagement, il prenait du temps parce qu'on voulait pas se tromper de personne. Ouais. Aujourd'hui, tout a changé. On sélectionne les gens avec son index sur une application. Ouais. Ça, c'est des chiffres dingues. 30 à 40% des couples aujourd'hui se font avec les applications. Exactement. Et puis on ne peut plus draguer au travail non plus depuis MeToo. Ouais. C'est-à-dire que la façon de se rencontrer, le lieu dans les boîtes de nuit, tout a changé. Ouais. Et donc c'est vrai que... Vous le regrettez ou pas ? Ça ne sert à rien de dire c'était mieux avant, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les codes. C'est vrai qu'une Française sur 2 a plus de 50 ans. C'est aussi un âge où, par exemple, elles vont peut-être plus divorcer parce que les enfants grandissent, etc. Se retrouver aujourd'hui à plus de 50 ans sur le marché du célibat, bon courage. Ouais. Parce que c'est une violence extrême pour des personnes qui ont eu d'autres codes. Mais vous, dans le travail, par exemple, vous réprimez des fois de dire quelque chose que... Ah, pas du tout. Mais je suis très contente d'être une femme. Parce que je trouve que c'est plus facile aujourd'hui d'être une femme publique que d'être un homme public. On voit bien que tout ce qui se passe, on est quand même potentiellement aussi... Oui. Donc je peux vous dire que vous êtes très belle. Ah ben, j'aimerais bien que vous me disiez très longtemps, Gilles, absolument. Oui, mais les femmes n'ont pas le même comportement que les hommes non plus. Il y a moins de femmes qui violent ou qui forcent. Enfin, il y en a. Nous avons connu des directrices de programme absolument, quand même, qui abusaient de leur fonction pour trouver se taper des petits jeunes. Des noms. Ne me chauffez pas. Ah bon? Oh non! Bah, si. Oh, vous pouvez pas dire ça. Christine? Bah si. Si, tout le monde comprend. Vous avez des témoignages formidables. Moi, j'ai été épatée par ces gens qui acceptent de se confier comme ça devant la caméra, de raconter leur intimité, de raconter leurs problèmes. Et ils sont d'une sincérité et sans vulgarité. C'était pas évident sur une thématique comme ça parce que ça parle de sexe, plaisir, sexe, de désir, de manque de libido aussi, et de dire je n'ai pas envie de faire l'amour, ou j'ai simulé avec mon mari. C'est quelque chose qu'il faut assumer aussi. Et elles expliquent en fait tout leur cheminement, l'imprégnation de la société, de leurs parents, dans leur construction et comment les personnes s'en sont détachées ou pas. C'était ça qui était passionnant. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font pas de façon vulgaire. C'est-à-dire, et c'était ça aussi le pari, c'est-à-dire qu'ils parlent de sexe mais avec simplicité. Et ils se confient à vous vraiment avec des mots simples, avec une certaine tendresse en fait. C'est ce que j'espère faire dans toutes mes productions quand même. Oui, qu'il y a de la sincérité. Les 2 personnes du début, la mère et la fille, elles sont absolument géniales. Elle est formidable. Carla, et qui cherche sur les applis. Voilà, tu as 70 ans, tu cherches l'amour, où est-ce que tu vas aujourd'hui, quoi, en fait. Et on voit bien combien c'est difficile pour elle. Alors, même si elle s'est emparée
Vous avez des spécialistes aussi qui expliquent que comment faire, parce que c'est pas évident de, comme il dit, de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Donc il y a des conseils qui sont donnés, il y a des codes. Et effectivement, il faut pas cocher plein de cases. C'est ça. Plutôt que de se dire, je veux qu'il soit blond, 1m85, qu'il chose du machin, il gagne tant, etc. Ce qu'on a tendance à faire, parce que malheureusement, on croit que tout repose sur le casting, ce qui est faux. Et ça, on ne dit pas merci au conte de fées. Et ben, en fait, plutôt que de se donner plein de cases, il vaut mieux avoir 2-3 red flags, c'est-à-dire 2-3 choses qui, quand on se rend compte que la personne est comme ça, on part en courant, on n'essaye même pas de le revoir. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous? C'est selon chacun, en fait. Et vous? Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez moi? La bêtise, la radinerie. Ah, c'est terrible. Quelqu'un de radin, c'est terrible. Parce que ça va avec l'étroitesse d'esprit. C'est pas une histoire d'argent. C'est qu'en général, les gens qui sont radins, ils ont un petit esprit avec des idées très reçues, etc. Ils n'en sortent pas. Mais si c'est un super coup. Non, alors attendez, mon troisième, c'est la saleté. L'hygiène, je peux pas. Mais si, par exemple, mais il est radin et c'est un super coup. Je saurais pas s'il pue. Voilà. Il y a une question que vous posez à un moment, je me suis demandé si vous la posiez à vous-même. Est-ce que c'est plus difficile de refaire sa vie quand on a réussi socialement? Pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Une femme qui gagne beaucoup d'argent, ça n'a pas changé. Il y a des adages qui disent un homme se marie en dessous de lui. Et une femme se marie au-dessus d'elle. Voilà, encore aujourd'hui, alors peut-être pas chez les jeunes, mais encore aujourd'hui, c'est vrai que la société patriarcale, patati patata, avec l'homme qui protège, qui va nourrir la famille, ça laisse des traces. Et c'est vrai qu'une femme, elle a besoin d'être rassurée par le niveau social supérieur de l'homme. Et l'homme, ça le remet en cause d'avoir une femme qui gagne plus que lui. Ça change. Chez les 30-40, ça change. Est-ce que vous pensez que le porno a changé le regard des jeunes sur le sexe et l'amour? Est-ce que cette société a aussi désacralisé la relation sexuelle? C'est-à-dire qu'avant, souvent, on était déniaisés, comme on dit, en allant voir une prostituée. C'était un petit peu ça. Aujourd'hui, oui, on sait que la plupart des jeunes de 11 ans ont regardé des pornos sur les téléphones portables. Et le problème, c'est qu'ils regardent des bout à bout uniquement de la pénétration. Donc, ça veut dire qu'ils conçoivent que l'amour avec l'autre est basé sur la performance aussi, sur la pénétration, à un âge où leur corps change, où ils n'ont pas forcément les dimensions de ce qu'ils voient sur le téléphone. Ça crée des fantasmes, ça crée beaucoup de blocages aussi. Et ça, plus une petite dose de confinement et de MeToo, où on ne sait pas trop comment se positionner quand quelqu'un nous plaît, etc., ça fait des enfants qui ont effectivement du mal à passer le cap et à séduire une femme, et qui se retrouvent plutôt dans leur chambre à se masturber. Et aussi beaucoup vous parlez des enfants et des jeunes, mais on voit à un moment dans votre document un couple qui est un petit peu en baisse de libido. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de faire croire aux gens, finalement, que la sexualité des autres est exceptionnelle et qu'il faut absolument être dans la performance? C'est pas seulement ça. C'est qu'aujourd'hui, là, il y a une appli, on va découvrir une appli, on va pas tout raconter, où on vous guide, une voix vous guide, bande lui les yeux. Ça nous permet d'avoir de nouveaux scénarios. Tous les gens qui nous écoutent et qui sont en couple depuis quelques années savent qu'en fait, on sait ce qui fonctionne et on fait toujours le même scénario. On perd plus de temps. Les enfants sont là, on est fatigué. Vas-y, je sais que ça marche sur toi, je vais faire ça. Mais papa dans maman. Pas forcément. Ah oui, maman dans chacun papa. son scénario. Et en fait. Et puis alors que vous disiez pas papa dans papa, excusez-moi. Oui, c'est honteux. Allez. C'est honteux. Le deuxième outing de l'interview après la directrice des programmes. Allez. Et donc, il y a une routine, une routine la qui routine s'installe et c'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, on peut écouter effectivement des scénarios qui fonctionnent à la voix, où on change de routine et tout d'un coup c'est caressez-vous le bras droit, embrassez-vous sous l'aisselle propre. Non, c'est pas précisé. Mais non, mais je veux dire, et puis il y a des petits scénarios. Les titres sont assez éloquents. C'est drôle. Mais au-delà de l'anecdote, on a face à nous maintenant, je pense, deux façons de concevoir le couple. Il y a ceux qui croient encore que la fidélité est possible et qui vont tout entreprendre pour sortir de cette routine-là, pour justement se dire notre engagement à nous, c'est d'être ensemble jusqu'au bout de notre vie et de rester fidèles. Et puis il y a les autres qui ont compris que c'était quand même des racines chrétiennes. Ce comportement-là. Pas que.
Mais religieux au départ. Oui, voilà. Puis c'était aussi pour être sûr que nos enfants étaient les nôtres et que quand on allait hériter, c'était bien nos enfants et pas celui du voisin. Bref. Et puis il y a les autres, un peu plus jeunes, les jeunes générations qui disent mais c'est pas vrai, vous nous mentez. Regardez nos parents, nos grands-parents, ils ont divorcé, se sont trompés, il y a eu des drames familiaux épouvantables. La fidélité n'est pas possible. Donc moi, je vais me construire sur la base de il n'y a pas de fidélité et je vais fréquenter des personnes qui ne sont pas fidèles non plus, mais on va se le dire. Sur les réseaux sociaux, il a été énormément attaqué. Il y a eu Claude Lelouch qui a dit que grâce aux maîtresses et à l'infidélité qu'il avait eue, il avait pu rendre heureuse sa femme. Est-ce que c'est un propos qui vous a choqué ou pas? Vous l'avez entendu dire ça? Je l'avais pas entendu. Il a dit ça, il a dit... les femmes peuvent remercier les maîtresses de leurs femmes. De leur mari. De leur mari, pardon. Il est vrai quand même, si on regarde autour de nous, qu'on a beaucoup de couples qui ont dépassé une période compliquée avec une troisième personne qui, de façon à relancer quelque chose. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez les 18-30 ans, parce que l'âge supérieur, eux s'adaptent à une situation, subissent, ont connu l'avant. Les 18-30 ans, ils arrivent dans une sexualité où les normes ne sont plus les mêmes. Beaucoup ne croient plus au couple. C'est un vrai phénomène. Ils croient en l'amour, mais plus au couple. Voilà. Absolument. Et ça, c'est tout à fait intéressant de les entendre ils s'exprimer. mentent plus, justement. C'est des enfants de parents divorcés, de grands-parents divorcés, qui ont traversé des drames familiaux et qui disent ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on vit 80 ans. Vivre 60 ans avec quelqu'un, la même personne en étant fidèle, est-ce que c'est possible? Les animaux, souvent... Je crois que les pingouins, si, quand même. Mais bon, les animaux, c'est pas ça. Non, mais il y a aussi une forme d'indépendance et d'individualisme qui fait que le couple, pourquoi un couple? Je suis très bien seule. On n'est plus dans une société de devoir, c'est fini. Mais vous pourriez vivre sans faire de sexe avec quelqu'un et penser que c'est une histoire d'amour? Il m'autoriserait à aller voir ailleurs? Peut-être. Ou pas? Non, mais je veux dire, c'est à la carte, et puis peut-être que ça dépend de la relation. C'est-à-dire, ma question derrière, c'est finalement l'amour est dissociable du sexe. Vous savez, par exemple, je me suis souvent posé la question, je me dis, imagine, tu es avec quelqu'un et puis il a un accident ou une maladie et ça fonctionne plus. Il y a quand même beaucoup aussi de cancer de la prostate, des choses comme ça qui font des problématiques derrière. Je vais pas quitter mon mari parce qu'il a des problèmes d'érection. Si je l'aime, si on est un couple... très fort. Non, mais après, on en discutera pour savoir si moi aussi j'abandonne ou si je vais trouver ailleurs ce qui me manque, je sais pas. Et puis, tout n'est pas. Il y a dans le document aussi les asexuels, c'est-à-dire ceux qui, ce couple de femmes, qui l'une d'entre elles a décidé qu'elle n'aurait pas de relation sexuelle. Elle n'a pas de désir. Elle n'a pas de désir. Elle n'en a jamais eu. Et alors, il y a toujours eu des personnes asexuelles. Il y en a toujours eu, simplement maintenant, elles le disent. Elles le disent, c'est ça. Les personnes le revendiquent. C'est ça que je trouve génial. Ouais. J'ai vraiment le sentiment que les jeunes de moins de 40 ans assument qui ils sont. Absolument. Même si c'est fluide. C'est ça qui a changé en beaucoup. Se disant, aujourd'hui, je vais m'amuser, je vais être sur les applications parce que je suis focus sur ma carrière. Et puis, quand j'aurai 35 ans, j'aurai peut-être l'horloge biologique qui va sonner. Je vais chercher un partenaire qui sera un bon parent pour mes enfants. Et puis peut-être qu'au bout de 10 ans, on va se séparer et je vais repartir dans d'autres relations. Et en fait, la morale n'a plus la même force et la religion non plus. Et quelque part, pourquoi pas? On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous, Karine Le Marchand. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Karine Le Marchand qui cartonne dans tout ce que vous faites. L'amour est dans le pré, évidemment. Incroyable talent. Non, mais je suis fan de la complicité que vous avez mis dans Incroyable Talent. Maintenant, vous faites plus des petits sketchs, c'est pas je viens présenter et maintenant regarde, les interviews sont différentes avec les artistes. Je trouve que ce format-là fonctionne très très bien. Et ça va revenir confession, c'était pas confession intime, une ambition intime. Oui, on est dessus là, on est en train de tourner 4 portraits, Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella et Gérald Darmanin.
Intéressant. Mais aujourd'hui, on parle de cette soirée spéciale sur M6, 2 documentaires inédits que vous avez produits, que vous présentez, réalisés par Delphine Sirier. Vous y êtes signé, c'est moi qui ai mal lu. Et vous êtes avec ces couples qui vous les interrogez sur ce qui a changé, comment ils conçoivent l'amour, la sexualité, comment tout a changé et les limites du plaisir. Donc 2 docs ce soir sur M6 avec des témoignages très forts. Et Valérie, pour nos auditeurs, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Vous allez avoir la couleur de ce que vous allez voir ce soir sur M6. Les Français, l'amour et le sexe. Une semaine sans faire l'amour, il n'est pas bien. Il faut justement trouver les solutions. Qu'on me donne l'envie. Comment tout a changé? Ah bah lui, il me demande directement de venir à la maison. Un documentaire présenté par Karine Le Marchand, lundi 9 décembre sur M6. Ouais. Quel a été le point de départ de ce doc? Parce que j'imagine que des idées de doc, vous en avez plein. C'est la réalisatrice qui est venue me voir. Ouais. Elle avait fait un superbe documentaire sur le burn-out parental. Ouais. Et elle avait vraiment, à chaque fois, elle me dit, l'incidence sur la relation amoureuse, elle est terrible dans le couple. Ouais. Et puis on a commencé à réfléchir, on en a parlé à M6, ils ont dit oui tout de suite. Et puis c'est facile de convaincre les témoins de parler. Ça, c'est pas ça le problème, c'est que les gens qui sont facilement convaincus sont pas forcément ceux qu'on veut. Ah oui. Parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir ceux qui veulent passer à tout prix à la télé. Ouais. On a plus envie d'avoir des personnes qui correspondent à des tendances ou ce qu'on a envie de dire, mais qui arrivent à verbaliser leur fonctionnement et leur parcours, en fait, leur parcours amoureux depuis ce qu'ils ont hérité de l'éducation parentale jusqu'à aujourd'hui, en passant par les doutes, les premiers amours. Les premières amours, à chaque fois, on les interrogeait 2-3 heures. Ouais, ils sont très dignes, hein, très sincères, dignes et y compris dans leur période négative. Oui, des négatives où ils disent les choses. Il y a une partie sur l'échangisme qui est pas évident non plus à assumer face caméra. C'est à la fin, on va pas tout dévoiler. Il est super ce couple. Oui, franchement, ils sont parce que assez top. Tout le monde se dit mais est-ce que et c'est la femme qui a comment voulu. Est-ce qu'on devient libertin comment on se construit? Ils n'étaient pas du tout là-dedans. Au contraire, elle a été très standard et tout ça. Et justement, leur histoire nous montre qu'on doit être plus tolérant. Ouais. Et de toute façon, il y a un boom du libertinage depuis le confinement qui est incroyable, avec des applications. Vous avez dans une interview que vous avez donnée, que j'ai lue, vous avez dit, si vous voyez où je vais en venir, si j'étais pas une personne connue, j'aurais peut-être essayé un club libertin. Alors, pas un club. J'aurais tenté éventuellement le libertinage, mais en fait, ça a été coupé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, c'est pas de leur faute. En fait, le libertinage, c'est parfois en couple, mais c'est aussi en solo. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un très proche qui est devenu libertine et qui m'a vraiment initiée, elle me montre comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Quand tu es sur un site libertin et que tu matches avec quelqu'un et que tu commences à parler avec... l'issue, elle est connue. Donc, il n'y a pas de fausse drague. On sait que si on se voit, on va faire l'amour. Donc, en fait, ils mettent en place des scénarios pour que ce soit super sympa. Donc, il y en a un qui vient, qui fait la popote, l'autre qui amène le champagne, des fleurs. Ils sont hyper bien habillés. Ils savent de toute façon qu'il n'y aura pas de refus puisqu'ils ont négocié la chose. C'est ça. Et en plus de ça, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a des commentaires sur la fiche de chaque personne. Non, mais je vous assure, c'est fou. C'est comme quand on veut chercher un hôtel. Il y a des commentaires et c'est une nuit fantastique avec machin, qui est tout en douceur, ou quelle rigolade, ou machin. Et en fait, on sait ce qu'on va avoir. Et dès le début, ils se disent, il n'y aura pas de sentiments. On ne s'attachera pas, on ne veut pas faire de couple. Ça nous convient en ce moment, mais on a envie. Et en fait, c'est beaucoup. Il y a des codes, tu te fais bannir si tu te comportes mal. Donc en fait, les gens sont extrêmement courtois entre eux. C'était en ça que je trouvais que avoir une période comme ça, où dès le début, tu dis, je ne veux pas être en couple, mais je veux bien... avoir des relations avec quelqu'un qui me plaît physiquement, je trouvais ça intéressant et je me dis, si je n'étais pas connue, peut-être je l'aurais fait. Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de vous en disant, je vais me taper Karine Le Marchand? Est-ce que vous le sentez? En tout cas, je suis assez paranoïaque et c'est vrai que quand on est connu, vous vous demandez pourquoi. Malheureusement, il y a des trucs que je fais pas, quoi. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de téléphone, c'est moi qui fixe les rendez-vous, les lieux, j'ai peur des caméras. Ah oui, moi je suis devenue très parano. Bah bien sûr. Bah oui.
Puis de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il te trouve, qu'est-ce qu'il te veut vraiment, si c'est pour faire un délire avec ses copains après. Il a caché une caméra, j'en sais rien. Moi, je suis très paranoïaque. Ou la célébrité qui effectivement attire. Mais oui, c'est rarement pour des bonnes raisons quand je me fais draguer. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en couple ou pas? Non, je suis célibataire. Vous êtes célibataire. Est-ce que vous allez en cachette, comme certains people, sur les applis ou pas? Non. Avec une autre photo? Non. Vous pourriez pas? Ah non. J'ai autre chose à faire. Hein. Non, puis ça, je comprends pas. C'est comme les gens qui postent des photos d'il y a 20 ans. À un moment donné, il y a quand même un face-à-face. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Le mec, il va attendre une grande blonde et je vais débarquer au rendez-vous. Non, mais ça n'a pas de sens. Je voudrais qu'on parle quand même de la pétition que vous avez lancée la semaine dernière et de votre implication, évidemment, auprès des agriculteurs. Racontez-nous un petit peu ce qu'on peut faire pour aider nos agriculteurs. Il faut signer et faire tourner cette pétition parce que j'ai déjà des retombées extrêmement positive et notamment un grand groupe qui vient à moi de distributeurs et qui me disent travaillons ensemble, on a envie de vous suivre. La politique ne va pas aider l'agriculture, en tout cas la politique elle est dans les choux en ce moment, c'est le cas de le dire. Pourquoi vous n'y croyez plus du tout? Mais pas du tout. D'abord, c'est la politique qui a fait que la situation est comme ça maintenant. Et puis, quand on voit bien ce qui se passe avec le Mercosur, on a un président qui dit c'est pas moi, c'est l'Europe. Donc, à un moment donné, tout le monde se renvoie la balle. C'est les politiques qui décident. Mais c'est fini. Mais la politique à Bruxelles, c'est les politiciens. Justement, votre engagement, c'est de dire on peut changer pendant ce temps-là, j'ai de l'intérieur. Alors que la PAC, elle vient d'être conduite pendant 7 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, moi, je suis tout le temps contactée par des consommateurs qui disent qu'est-ce qu'on peut faire? On sait même pas quand on achète des knackis, des machins, ce qu'il y a dedans, c'est assez mensonger, il n'y a pas de transparence du contenu. Donc, plutôt que de taper sur ceux qui font mal, moi, je pense qu'on peut valoriser ceux qui font bien. Alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Je demande que les distributeurs valorisent l'origine France. Donc, qu'au maximum, dans leurs produits de marque aussi, il y ait une transparence et qu'ils aillent vers l'origine France. Je voudrais que dans chaque hypermarché, il y ait un endroit identifiable où on va ouvrir la porte à des producteurs français qui vont vendre au juste prix. D'accord. Pas des promos, machin, etc. Et je voudrais aussi qu'ils nous aident sur toutes les surproductions. Chaque année, on le sait, il y a des surproductions de fraises, de tomates, que sais-je, et il y a des intempéries qui arrivent, il faut qu'ils écoulent. Et c'est là où, en général, on leur achète à un prix dérisoire. Il faut que tous ensemble, on dise, on va aider l'agriculture française, on peut la sauver, en fait. Mais c'est une question de volonté des industriels, mais aussi des hypermarchés. Ça passe par là, en fait. Oui, mais parce que les consommateurs vont suivre, je le sais. Oui, mais ma clémentine au juste prix français va être tellement cher par rapport à ma clémentine marocaine. Pas du tout. Mais non, justement, c'est pas vrai. Si les distributeurs jouent le jeu, ils vont baisser leur marge. C'est ça. Et puis, si le producteur, lui, il en vend moins, mais au prix que lui, il a fixé et qu'il s'en sort mieux. Regardez, c'est qui le patron? Exactement. C'est le plus modèle. cher, mais il fonctionne. C'est qui le patron est le premier vendeur de lait aujourd'hui, alors qu'il est un petit peu plus cher, mais sauf qu'on a la certitude que ça va dans la poche des producteurs. C'est ça la différence aussi. Oui. Et puis, il faut de la transparence. Les hypermarchés peuvent mettre un coup de pression aujourd'hui aux industriels pour qu'ils les obligent à mettre ce qu'il y a dans leurs produits transformés. Voilà. Oui, mais la volonté de ces magasins-là, c'est de vendre le plus gros volume. Mais ils continueront à vendre leur soda et leur machin. Si à côté, le magasin qui n'est pas votre partenaire, ces clémentines sont moins chères. Il faut qu'il y ait un maximum de gens. Moi, je crois beaucoup au cœur des Français. Oui, c'est ça. Les Français aiment leurs agriculteurs et ils comprennent que... Voilà. Vous n'êtes pas prêts, vous, à mettre 20 centimes d'euros de plus au kilo? Voilà. Si vous j'ai les moyens de le faire. Votre pétition... Oui, mais c'est un choix. Moi, je pense qu'il y a un choix à faire. On consomme peut-être moins, mais mieux. Et on choisit ce qu'on achète et on arrête d'acheter Et puis, vous savez, c'est les consommateurs qui changeront. Si on a cet espace-là et qu'il n'y a personne qui vient acheter, on saura qu'effectivement, les Français ne suivent pas le jeu. Maintenant, s'il y a plus en plus de Français qui demandent, cet espace-là va prendre de plus en plus de place. Pour que les distributeurs nous aident à sauver l'agriculture française, c'est sur change.org. Vous avez déjà 10 000 signatures. Génial. Je viens de regarder, 10 285. L'objectif, c'est 15 000. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça, mais il faut en parler. Oui. Et il faut... Mais déjà, ça arrive. Déjà, j'ai des contacts. Oui, très bien. Ça va marcher. Donc, ce soir, à ne pas manquer, les Français, l'amour et le sexe. Vous allez voir combien les choses ont changé. Vous allez peut-être même être surpris par certains comportements. En tout cas, c'est deux documentaires. Ce sont 2 documentaires inédits que vous avez produits, que vous présentez. Comment tout a changé et les limites du plaisir. Et puis, Incroyable Talent, mercredi, qui continue. Les finales arrivent bientôt.
C'est vrai. Merci beaucoup Karine Le Marchand. Tout de suite les débats.